Cette émission vous est présentée par Harbour Volkswagen. Bienvenue dans votre émission Laval en mille et une cultures. Dans cette émission, nous allons parler spécialement d'immigration. Nous recevrons un spécialiste en emploi et organisation, Doudou Sow, qui va nous parler d'intégration en emploi. Et bien entendu, vous aurez vos deux rubriques. Bonne émission. Je reçois sur ce plateau un compatriote doublement. Bonjour Doudou. Bonjour Khadi. Doudou, je sais que tu n'aimes pas beaucoup parler de toi, mais moi te connaissant puis ton implication dans le domaine de l'intégration des immigrants, j'aimerais que tu nous parles un peu de toi. Qui est Doudou Sow en fait? En fait, je suis un citoyen québécois, canadien d'origine sénégalaise. Je suis marié et père de 2 filles. Sur le plan professionnel, je suis consultant, formateur et conférencier en intégration professionnelle et gestion de la diversité. Je possède plus de 15 années d'expérience dans le domaine de l'emploi et de la mobilisation communautaire. J'ai réalisé différents mandats pour les institutions municipales, universitaires, des entreprises et des organismes communautaires. En qualité de sociologue, je réfléchis depuis plusieurs années sur la problématique de l'employabilité, l'analyse de la cohésion sociale et l'analyse de l'exclusion sociale à travers aussi l'insertion ou l'intégration professionnelle des personnes en difficulté. Je suis une personne, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, socialement engagée. J'étais lauréat du mois de l'histoire des Noirs pour l'édition 2017. J'ai eu aussi à collaborer avec des organismes communautaires, des associations multiethniques pour une meilleure compréhension des réalités de l'immigration dans la société québécoise et canadienne. Et puis enfin, depuis 2009, j'ai créé un blog qui permet en fait de sensibiliser les immigrants établis au Québec, la société d'accueil et les immigrants qui sont aussi à l'extérieur du Québec sur les problématiques de l'insertion au marché du travail. Et j'ai pu publier plus de 250 articles sur la question liée à l'intégration. Et enfin, mon blog fait figure parmi les 10 blogs sur le thème de l'emploi, selon le site de l'œil du recruteur, qui est un site de spécialiste de la carrière. Oui, mais on dira d'abord que tu as un doctorat en sociologie. J'ai commencé un doctorat, mais je n'ai pas fini le doctorat en sociologie, parce que quand je suis arrivé au Québec, j'ai plus privilégié l'expérience professionnelle que véritablement les études en tant que telles. Et tu es spécialisé en travail et organisation. Effectivement. J'ai rencontré une fois un ami qui est à l'Orchestre national de Barbès, Luis Saldana, puis quand il n'aimait pas le mot intégration, il disait que c'est comme si les gens arrivaient ici désintégrés. Mais quand en tant que sociologue, toi, quand on parle d'intégration, c'est de quoi on parle réellement? C'est quoi le concept? Consiste en quoi? La problématique de l'intégration est abordée différemment selon le point de vue des différents acteurs. C'est une vision qui est différente selon de quel côté l'on se situe. En fait, c'est une forme de dualisme. Pour la société d'accueil, l'intégration des personnes immigrantes ou les personnes immigrantes devraient s'intégrer aux réalités de la société d'accueil en comprenant leur mentalité, leur spécificité, leur us et coutumes et en cessant de se ghettoiser. En d'autres termes, pour la société d'accueil, l'intégration constitue une maîtrise des valeurs, des us et coutumes, mais aussi également une intégration en français dans son domaine d'emploi. Pour la personne immigrante, l'intégration signifie un emploi rapide dans son domaine de compétences. Donc, l'immigrant lui dit que l'identité ou la question de l'identité n'est qu'un écran de fumée qui cache la réalité de l'intégration. En d'autres termes, à quoi bon essayer de s'identifier à la société d'accueil si on n'arrive pas à trouver un emploi à la hauteur de ses compétences? Bref, la société d'accueil parle de l'intégration ou de l'urgence en fait du respect des valeurs, de l'identité. L'immigrant, lui, parle de l'urgence de trouver un emploi dans son domaine de compétences. Le besoin économique. Mais justement, Khadi, ces deux concepts ne sont pas opposés, ce sont des analyses qui sont complémentaires. La différence se justifie juste au niveau du temps, de la dimension temporelle. Parce que l'ordre et l'enchevêtrement justifient en fait un peu le processus, le vécu socio-personnel de la personne, ses valeurs aussi, mais aussi le contexte. Parce que la personne qui trouve un emploi est plus réceptive au discours de la société également.
Donc, bref, s'intégrer, c'est faire partie intégrante de la société, accepter aussi ou se sentir qu'on fait partie intégrante de la société, et accepter aussi les autres également. C'est aussi accepter que les Québécois ont des valeurs culturelles différentes des nôtres et les respecter. Voilà. Donc, vous avez écrit 2 livres sur l'intégration des immigrants, puis dans l'un de vos livres, d'ailleurs, porte comme titre « L'intégration, une responsabilité partagée ». Partagée comment? De quel partage on parle? Parce que l'échec de l'intégration n'est pas attribuable exclusivement à l'immigrant ni à la société d'accueil. Donc, il faut sortir de cette accusation simpliste qui peut véritablement aboutir à des raisonnements externes aussi. Mais l'intégration professionnelle et l'identité québécoise sont des responsabilités partagées qui entraînent des droits et des devoirs. D'accord. Et il faut aussi dire également que l'immigration ne constitue pas aussi un fardeau pour le Québec et que les immigrants n'ont pas véritablement, en fait, ou systématiquement, doivent faire systématiquement la preuve de l'intégration. En d'autres termes, l'intégration est une responsabilité partagée entre plusieurs acteurs. Le gouvernement, l'immigrant, les autres professionnels, les employeurs, les syndicats, les institutions d'enseignement et les municipalités également. Pensez-vous que le gouvernement a fait assez en matière de politique d'immigration et d'intégration? Différents plans d'action ont été mis en place par le gouvernement. Le plus cité, c'est le plan d'action gouvernemental qui date de 2008 à 2013, la diversité d'une valeur ajoutée. Mais tous ces plans d'action n'ont pas empêché l'existence de barrières institutionnelles sur le terrain. En d'autres termes, ces plans d'action n'ont pas freiné le taux très élevé du chômage des personnes immigrantes. Même quand l'économie québécoise se portait très bien, c'est-à-dire en octobre 2007, où le taux de chômage était à son plus bas depuis 33 ans, 6,9%, le taux de chômage des immigrants était très élevé, ce qui prouve que les difficultés d'intégration des immigrants ne sont pas des difficultés conjoncturelles, mais obéissent également à des facteurs structurels, à plusieurs facteurs également et tout. Et donc, dans ce cadre également, ce qu'il faut faire, c'est que de dire au gouvernement de pouvoir travailler ensemble également sur les facteurs, puisque véritablement, il y a une volonté, on sent qu'il y a une volonté et tout, mais la non-reconnaissance des diplômes et des acquis constitue un talon d'Achille de la politique d'immigration québécoise. Et c'est un sujet qui est très redondant. On en parle depuis des années, mais sans espoir de trouver quand même des solutions concrètes. Vous, le sociologue spécialiste en travail et organisation, quelles sont les recommandations que vous donneriez pour finir? Première recommandation, je disais tout à l'heure que l'intégration en emploi dans son domaine de compétences constitue une intégration réussie. Comment? Parce que les employeurs doivent ouvrir davantage les portes de l'entreprise. Et comment la réaliser? Comment la réaliser en même temps à travers des stages également qui permettent aux personnes immigrantes de comprendre la culture organisationnelle, l'interaction avec les membres de l'équipe. Il y a aussi en fait le mentorat qui peut aider. Deuxième recommandation, la représentativité des immigrants dans les instances décisionnelles et l'intégration dans tous les secteurs d'activité constitue également une solution pour régler le problème structurel également. Troisième recommandation, c'est le fait également de pouvoir dire qu'on a besoin de tout le monde également pour la sensibilisation de tous les acteurs de la société, parce qu'on est embarqué dans un même bateau et personne n'a envie également que le bateau ne chavire. Quatrième recommandation, il faut que les immigrants sortent de Montréal, donc élargir leur champ de recherche d'emploi à travers les autres régions du Québec, mais il faut aussi que les régions se fassent désirer. Non pas simplement juste une attractivité des immigrants, mais aussi des milieux accueillants et aussi des entreprises également accueillantes également. L'autre question également sur, par exemple, la discrimination, qui est un élément également, qui est un enjeu aussi. Il faudra véritablement essayer de travailler sur cette question de façon très pédagogique parce que c'est un sujet très sensible. Mais le reconnaître, c'est régler au moins une partie du problème et dire aussi c'est un problème qui concerne toute la société et il n'y a pas juste une discrimination entre un Québécois et des immigrants parce qu'il y a des discriminations intracommunautaires et c'est un phénomène mondial qui est complexe également dont il faudra la régler aussi. Merci beaucoup Doudou Sow. Le plaisir est partagé et merci pour votre invitation également. Merci. Vous avez posé tous les bons gestes. Effectuez vos recherches en ligne, choisissez votre modèle, étudiez les caractéristiques et les options, vérifiez les prix et comparez les offres. En un mot, vous avez fait vos devoirs. Maintenant, il ne reste qu'une seule étape à franchir. Et quoique la technologie vous ait été bien utile jusqu'à ce point, il arrive un moment où l'humain fait toute la différence. Arbour Volkswagen à Laval.
Bienvenue dans votre rubrique Immigration. Je suis Marilyn Kernizan, consultante en immigration et directrice générale de MK Solutions Immigration. Notre rubrique d'aujourd'hui couvrira le nouveau programme pilote d'immigration au Canada Atlantique offert par l'île du Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve et Labrador. Ce programme pilote d'immigration au Canada Atlantique offre 2 programmes aux travailleurs qualifiés. Le programme de travailleurs hautement qualifiés du Canada Atlantique, le programme des travailleurs qualifiés intermédiaires du Canada Atlantique, et il offre un 3e programme destiné aux étudiants diplômés étrangers, qui est le programme des diplômés étrangers du Canada Atlantique. Au niveau de l'expérience de travail, les travailleurs doivent avoir au moins une année d'expérience de travail de 1560 heures au total ou 30 heures par semaine au cours des 3 dernières années. Et le travail doit être dans une seule profession et rémunéré. Les travailleurs hautement qualifiés doivent avoir acquis une expérience de travail d'1 an au genre de compétences 0 ou au niveau de compétences A ou B. Et les travailleurs qualifiés intermédiaires doivent avoir acquis cette expérience de travail d'1 an au niveau de compétences C. Pour mieux comprendre les niveaux de compétences, référez-vous à la classification nationale des professions qui se trouve sur le site de Emploi et Développement social Canada. L'expérience peut avoir été acquise au Canada ou à l'étranger. Pour les étudiants étrangers diplômés au Canada, aucune expérience de travail n'est nécessaire. Pour les personnes qui sont à l'étranger, il faut d'abord faire l'évaluation de leur diplôme avec un organisme désigné de l'immigration. Ce qui est très intéressant dans ce programme, c'est que si vous obtenez une offre d'emploi, l'étude de l'impact sur le marché du travail n'est pas nécessaire. L'employeur d'une de ces provinces doit vous faire une offre à temps plein pour un poste non saisonnier. Il n'est pas nécessaire que votre emploi vise la profession où vous avez acquis votre expérience de travail antérieure. Cependant, vous devez répondre aux exigences d'emploi pour le poste qui vous est offert. Le niveau de compétence linguistique est de 4. Vous devez faire la preuve que vous aurez assez d'argent pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille à votre arrivée au Canada. Si vous désirez obtenir plus d'informations sur ces programmes, n'hésitez pas à communiquer avec nous au numéro de téléphone qui apparaît au bas de l'écran. À la prochaine pour une autre rubrique. Cette entrevue vous est présentée par l'Intermarché Palumbo. J'ai l'immense plaisir d'avoir avec nous M. Jean Dorion, membre fondateur du Parti québécois, président de la Société Saint-Jean-Baptiste pendant un peu plus de 11 ans. M. Dorion a été aussi député du Bloc québécois jusqu'en 2011 pour Longueuil-Pierre-Boucher. Bonjour M. Dorion. Oui, effectivement, Longueuil-Pierre-Boucher. Oui, c'est un plaisir de vous avoir avec nous, l'icône du Parti indépendantiste du Bloc québécois. Puis récemment, vous avez publié un essai qu'on appelle Inclure, parlant de laïcité inclusive. Qu'est-ce que c'est que la laïcité inclusive? Vous avez d'ailleurs mis un mouvement indépendantiste. Écoutez, il faut d'abord, premièrement, préciser ce que veut dire le mot laïcité, avant de parler de laïcité inclusive. Pour moi, la laïcité, c'est la neutralité de l'État face aux diverses croyances, et dans les croyances, j'inclus les incroyances, et je mets incroyance au pluriel parce qu'il y a plusieurs façons de ne pas adhérer à une religion. Alors, vis-à-vis des croyances, vis-à-vis des incroyances, la sagesse des siècles nous a appris qu'il est important que les institutions publiques, que l'État reste neutre, ne fasse pas la promotion d'une croyance ou incroyance particulière. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, inclusive, en ce sens qu'elle doit accepter
les gens comme ils sont, finalement. Et pour moi, la façon dont une partie du mouvement nationaliste a traité cette question au cours des dernières années, en particulier à partir, je dirais, dans le cas du Parti québécois, à partir de 2008, n'était pas la bonne façon. Et j'ai fait un livre qui s'intitule « Inclure » pour défendre mes positions sur cette question-là. D'accord. Quand vous dites défendre vos positions versus les positions du Parti québécois. Oui, envers la Charte des valeurs. Envers la Charte des valeurs. Qu'est-ce qui, d'après vous, était un problème dans la Charte des valeurs? C'était qu'on prétendait montrer la neutralité de l'État en excluant certaines catégories de croyants, finalement. En l'occurrence, les personnes qui portent un signe religieux. Moi, je pense que bien représenter l'État, c'est faire le travail que l'État nous demande de faire en toute neutralité. Et le fait que vous portiez ou ne portiez pas un foulard ou une kippa n'est pas un élément d'inégalité ou d'injustice envers les gens d'autres croyances. Quand je vais à la pharmacie Jean Coutu, par exemple, ou à la Banque nationale, et que je suis reçu par un employé qui porte foulard, ça ne me dérange absolument pas. Je pense que je m'attends à ce qu'elle fasse son travail correctement. Et c'est ça la neutralité. C'est comme ça qu'elle exprime. Ce qu'elle est, elle-même, ses croyances, n'est pas quelque chose qui va me choquer. Elle pense comme ça, moi je pense autre chose. C'est nos affaires respectives. Voilà. Donc en fait, c'est l'aspect qu'on a voulu dire ostentatoire, parce que la religion, quelque part, on peut la porter à l'intérieur de soi. Oui, mais il y a des gens qui les portent à l'extérieur. Et alors, qu'est-ce que ça peut bien faire? Voilà. Moi, ça ne me dérange pas, personnellement. C'est pas moi qui le porte. Si on veut me forcer à le porter, c'est une toute autre affaire. En d'autres termes, probablement que dans la plupart des pays musulmans, je serais du côté de l'opposition. Mais ce n'est pas le cas de notre société. OK. Donc, une neutralité où on respecte les choix des gens, où l'État n'intervient pas, en fait, pour empêcher les gens de vivre leur foi. Oui, exactement. OK. Quand vous dites qu'une personne impose les croyances, que demander des accommodations, des accommodements raisonnables, c'est imposer des croyances. Est-ce le cas? Non. La liberté de conscience, c'est une valeur fondamentale aussi. Ce n'est pas la seule valeur. Et elle est en concurrence avec d'autres valeurs et parfois en contradiction. Dans les cas où la contradiction est trop forte, et les tribunaux ont défini les cas en question, les cas où on exige un trop grand effort de la collectivité en faveur d'un accommodement, les cas où on fait des inégalités. Je peux prendre un exemple très simple. Il y a des gens dans une certaine commission scolaire au Québec, il y a quelques années, qui ont obtenu par un tribunal le droit d'avoir plus de congés payés dans l'année que les gens qui ne sont pas de leur religion. C'est évident que je suis en désaccord avec ça et je suis en désaccord avec les tribunaux qui ont décrété ça. Ça crée une injustice entre les gens. Mais si on trouve d'autres accommodements qui permettent aux gens de respecter les croyances des gens sans créer d'injustice, moi je pense qu'il faut les accepter. Vos positions ont quand même amené certaines confrontations, constatations. Les gens se sont même posé la question à savoir, êtes-vous encore indépendantiste? Oh oui, je suis toujours indépendantiste. Êtes-vous toujours indépendantiste? Oui. Je pense d'ailleurs que ce fameux projet de charte a fait un tort considérable au projet indépendantiste. C'est aussi une raison pour laquelle je l'ai combattu. C'est donc en tant qu'indépendantiste que je me suis prononcé contre la Charte des valeurs. D'accord. Donc, en tant qu'indépendantiste, est-ce que vous pensez que vous pouvez toujours, à l'état actuel, aller chercher les immigrants? Parce que, comme vous l'avez dit, la Charte a causé beaucoup de tort. Est-ce qu'il y a une fracture? Est-ce qu'elle est réparable? Puis comment? Oui. Vous savez, ce n'est pas une chose facile. Je ne prétends pas que c'est facile de réparer les dégâts qui ont été causés par la Charte. Il n'y a pas seulement la Charte, il y a d'autres
attitudes vis-à-vis les minorités, etc., mais qui ont nui, mais qui ne sont pas nécessairement le fait de tout le monde. Il ne faut pas oublier que même la charte, maintenant, elle est rejetée en grande majorité par le leadership indépendantiste. Certains en ont gardé une formule, je dirais, adoucie, mais je pense que telle qu'elle était, en tout cas, elle est rejetée actuellement par la plupart des dirigeants indépendantistes, telle qu'elle était, sûrement. Ça montre que les gens peuvent évoluer, ça montre que les gens peuvent comprendre qu'ils font des erreurs. Et il ne faut pas nécessairement non plus diaboliser les gens qui appuient la charte. Il faut comprendre, comme le disait M. Parizeau d'ailleurs, il faut comprendre que quand les gens voient des actes de violence à la télévision, dans le monde musulman, etc., c'est naturel que les gens qui n'en savent pas plus aient peur. Mais ce qu'il faut éviter, c'est d'exploiter cette peur-là. Ce qu'il faut expliquer aux gens qui ne comprennent pas certaines choses, il faut leur expliquer de quoi il s'agit pour qu'ils comprennent. Et non pas d'ailleurs les condamner, les diaboliser, ça c'est pas une bonne idée. Okay. Mais là on parle beaucoup, interroge les médias aussi, le rôle des médias qui ont un grand rôle à jouer dans ce sens-là, malheureusement. Vous pensez que c'était quoi l'approche à privilégier dans un cas pareil où on fait toujours face à la violence récemment, hier, pas plus tard qu'hier, c'est dans les modes de communication. Oui, je pense qu'il faut expliquer. Et de même qu'on ne peut pas assimiler tous les Québécois à celui qui a tué 6 musulmans dans une mosquée à Québec, loin de là. C'est très loin de la mentalité de la grande majorité de la population du Québec. De même, inversement, on ne peut pas assimiler tous les musulmans à un nombre quand même très limité de personnes. Vous savez, il y a 300 000 musulmans au Québec. Là, si c'était tous des poseurs de bombes, je pense qu'on aurait un peu plus de problèmes que ce qu'on en a. Hein? Voilà. Parlons maintenant de votre livre Inclure. Dans cet essai-là, vous avez donné la parole à des femmes musulmanes. Pourquoi vous avez éprouvé le besoin de le faire? C'était quoi la démarche? Il y avait jusqu'à la publication de ce livre, il y avait que de très rares cas dans les médias où on donnait la parole à ces femmes. Alors moi, j'ai trouvé que c'était très important de leur accorder. Bon, j'ai des antécédents qui m'ont mis en contact avec la communauté musulmane depuis très longtemps. J'étais agent de liaison avec les communautés culturelles à l'époque de Gérald Godin, ça fait longtemps. Alors, et donc, moi, j'étais parfaitement conscient qu'on ne peut pas assimiler les femmes voilées au mouvement islamiste, l'islamisme politique. Bon. Mais c'était une occasion pour moi dans ce livre de leur donner la parole et je l'ai fait. Vous avez été aussi délégué à la générale du Québec à Tokyo. Oui. Et ça vous a mis en contact avec la culture japonaise. Votre épouse est japonaise. Oui. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle vous a apporté, cette culture que vous pensez qui peut être important pour la société actuelle où on vit? Ne pas perdre son calme. Je pense que les Japonais sont assez retenus vis-à-vis dans les confrontations d'idées au Japon. On est assez modéré. Alors, j'essaie au moins de rester zen dans les débats. C'est pas toujours facile. C'est pas facile. Un dernier mot sur la diversité, une richesse ou un atout ou un handicap pour le Québec? C'est un atout et aussi l'immigration est une nécessité. Et il y a quelque chose d'irréversible dans le mouvement dans lequel s'est engagé le Québec, parce qu'à chaque année, sur 2 nouveaux enfants au Québec, il y en a un des 2 qui est ou bien né à l'étranger et qui arrive et qui débarque ici, ou bien né d'un père ou d'une mère née à l'étranger. Et la moitié de notre nouvelle population chaque année a une origine immigrante récente, soit personnellement ou par les parents. C'est un changement radical.
Et bien sûr, le Québec va être bâti avec des gens qui ont toutes sortes de racines et d'origines. Et ceux qui pensent qu'ils peuvent empêcher ça, je pense qu'ils s'illusionnent complètement. Il faut au contraire tenir compte de ça et épouser son siècle, comme disait le général de Gaulle, dont on va fêter le 50e anniversaire de la visite dans quelques temps. Okay. Merci, M. Dorion. Merci et bonne fête nationale à vous. Bonne Saint-Jean-Baptiste. Merci. À l'Intermarché Palumbo, vous trouverez de la boulangerie artisanale, viande marinée dont seul Palumbo a le secret, saucisses maison, mets cuisinés, poissons frais et surgelés, fromages variés, fruits et légumes frais et goûteux. Tout y est pour vous concocter une recette santé gourmande et exquise. Avec leur clientèle multiculturelle et leur variété de produits ethniques, ils offrent tout un monde de saveurs internationales. Pour découvrir le choix et la fraîcheur, c'est l'Intermarché Palumbo. Bienvenue dans votre rubrique en gestion de projet. Je suis Nersa Dorismont, gestionnaire de projet et auteur d'un ouvrage qu'on nomme Le contrôleur de projet, démystifier son rôle. Je suis dans le domaine du management de projet depuis 2003, en commençant comme PCO, c'est-à-dire contrôleur, et maintenant comme gestionnaire de projet. Il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de réussite de votre besoin. Quand on parle de réaliser un besoin, on parle de gestion de projet. Pour mettre en place, il faut s'assurer de le gérer, de le contrôler. Comme pour les sportifs, bien se préparer, c'est multiplier ses chances de réussite. La gestion de projet est une science dans laquelle nous prenons le temps, dès le début, de bien définir vos besoins, de le comprendre, de l'analyser et de savoir ce que vous voulez réellement, d'en définir les différents risques qui peuvent arriver, de s'assurer que vous ayez les ressources humaines, matérielles et financières, de mettre en place un plan de communication. Quand il a bien été défini, nous allons le mettre en place en faisant régulièrement des métriques. Nous allons le suivre, le contrôler, revalider où nous en sommes pour remanier s'il y a lieu, résoudre les risques et les enjeux qui peuvent arriver, présenter l'avancement du projet aux différentes parties prenantes. Pourquoi faire tout ça? Il y a différents avantages à mettre en place cette technique de gestion de projet. Ça permet de mener à terme tous les projets plus rapidement et à moindre coût, d'être plus prévisible sur la réalisation, réduire l'effort de travail et les coûts avec une gestion proactive du contenu du projet, trouver une solution meilleure qui convient dès le départ grâce à une meilleure planification et compréhension de votre besoin, gérer les risques avant l'apparition des problèmes. Voici quelques avantages. Les facteurs de réussite. Une technique qui aide à la réussite de votre projet est le cycle d'un projet. Le cycle d'un projet part de la planification, la réalisation, le suivi et le contrôle, et enfin la fermeture. Une bonne gestion des imprévus qui peuvent arriver sur le projet. Nous mettons aussi en place une communication constante entre les différents acteurs du projet. Ceci n'est qu'une partie des avantages de la gestion de projet. La semaine prochaine, je vous parlerai des métiers qui découlent de la gestion de projet. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse courriel qui s'affiche en bas de l'écran. À la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. Pour toute question, suggestion ou information, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. À la semaine prochaine.